Le 23 mars 2018, à l'aube naissante, un silence d'encre enveloppait Combe-Froide, un hameau auvergnat figé dans le temps, niché au creux du Puy-de-Dôme. Ici, au cœur de l'Auvergne profonde, les monts du Forez se dressent, silhouettes sombres à l'horizon, gardiens d'un passé immuable où les traditions murmurent plus fort que le vent. À 5h30 du matin, cette quiétude ancestrale fut brutalement éventrée par l'aile, écho strident des sirènes de la gendarmerie. Leurs hurlements perçaient le froid piquant de l'air, les gyrophares bleus déchiraient l'obscurité, leur lumière dansant macabrement sur les vieux murs de pierre des fermes endormies. Une anxiété palpable s'infiltrait, et les rares habitants, tirés de leur sommeil, se demandaient quel drame osait troubler la paix sacrée de leur vallée reculée. Elle, épicentre de cette agitation, était une vieille ferme isolée, ses volets clos depuis des décennies, comme si elle était volontairement retranchée du monde. Une odeur âcre, mélange infâme de moisissure, d'humidité stagnante et d'une présence humaine confinée depuis trop longtemps, échappait des interstices, lourde et suffocante. Les gendarmes, le souffle court dans l'air mordant, s'approchaient avec une appréhension visible, leurs lampes torches balayant la façade décrépite. Leurs pas résonnaient lourdement sur la terre battue. Ils s'arrêtèrent devant une porte latérale, cadenassée de l'extérieur, menant à la cave. Un silence tendu précéda l'action. Puis, avec une détermination forcée, ils brisèrent le verrou rouillé, ouvrant un passage vers l'inconnu et l'impensable. À la lueur crue de leurs lampes torches, le spectacle qui se révéla défiait l'entendement. L'escalier plongeait dans une obscurité dense, moite, où l'air vicié pesait sur chaque inspiration. Au fond de cette cave, à peine éclairée par un filet de lumière furtif, gisaient deux silhouettes féminines. Recroquevillées sur un matelas souillé, à même le sol froid et humide, elles étaient à peine reconnaissables, des amas de souffrance. Leur corps, émacié à l'extrême, témoignait d'une privation prolongée, tandis que leurs visages, défigurés par de profondes cicatrices, et marqués par des décennies de ténèbres, arboraient des yeux éteints, sans vie. Le seul son perceptible dans cet abîme d'horreur était le léger grattement incessant d'un rat dans un coin, et le souffle court, irrégulier, presque imperceptible de ces victimes anonymes. Dans le froid mordant de l'aube, les sirènes à peine éteintes, les gendarmes de la brigade de recherche de Clermont-Ferrand, menés par la capitaine Sophie Leclerc et le jeune lieutenant Marc Delacroix, prenaient la mesure de l'horreur. La scène de la cave, digne d'un cauchemar, exigeait une approche méthodique. Le code pénal français qualifiait les faits de séquestration aggravée, d'inceste et de violences habituelles, crimes passibles des assises dont la gravité choquait. La difficulté majeure résiderait dans la collecte de preuves tangibles et le recueil des témoignages de victimes si profondément traumatisées. Chaque geste, chaque prélèvement, devait être effectué avec une précision chirurgicale. L'affaire menaçait de se heurter au mur du silence et de la manipulation, caractéristique de ces drames intrafamiliaux. Les premiers rapports médicaux des sœurs, encore sous le choc et l'emprise de décennies d'abus, seraient cruciaux, mais leur capacité à s'exprimer restait incertaine, ajoutant une difficulté à une enquête déjà hors norme. À Combe-Froide, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, mais fut accueillie par une incrédulité sidérante. Les habitants, habitués à la discrétion et au respect des apparences, peinaient à croire qu'un tel drame ait pu se dérouler sous leurs yeux. Maurice Dubois, ancien agriculteur à la retraite, était perçu comme un homme sans histoire, un pilier discret de la communauté. L'idée qu'il puisse être un monstre semait le trouble, et un voile d'omerta, typique des petites communautés rurales françaises, commença à s'installer. Personne n'avait rien vu, personne n'avait rien entendu, ou du moins, personne ne voulait se souvenir. Ce culte du secret familial, cette peur du jugement extérieur, si ancrée dans les traditions auvergnates, devenait un obstacle majeur pour les enquêteurs. La capitaine Leclerc savait que briser ce mur de silence serait aussi difficile que de déchiffrer les murmures des victimes, le village figé dans son déni. Le portrait de Maurice Dubois, tel qu'il émergeait des discussions avec les voisins, contrastait violemment avec la réalité macabre découverte dans sa cave. Pour la communauté de Combe-Froide, il était un homme respecté, un travailleur acharné ayant repris la ferme familiale, un veuf discret après le décès prématuré de son épouse, mère des deux filles. Jamais un mot plus haut que l'autre, toujours prêt à rendre service, disait-on. Cette façade de normalité et d'honorabilité rendait l'horreur d'autant plus insoutenable. Les enquêteurs comprenaient vite que cette image de « bonne famille » avait été un bouclier impénétrable, permettant à Maurice de masquer ses actes pendant des décennies.
Derrière le masque de l'homme respectable, se cachait un manipulateur narcissique d'une cruauté insondable, capable d'une emprise psychologique totale sur ses filles. Cette dualité glaçante, cette capacité à vivre une double vie, est une caractéristique des bourreaux intrafamiliaux, exploitant confiance et isolement, pour perpétrer l'impensable en discrétion. Au-delà de l'enquête judiciaire, l'affaire soulevait des questions cruciales sur le rôle de l'aide sociale à l'enfance, ASE, et les mécanismes de protection. Madame Sylvie Bertrand, assistante sociale expérimentée, se sentait hantée par un sentiment de échec collectif. Comment 2 jeunes filles avaient-elles pu disparaître des radars pendant si longtemps, au cœur de la France rurale? Le manque de signalement, l'isolement géographique des hameaux auvergnats, la culture du non-dit et la difficulté à pénétrer l'intimité familiale sont autant de facteurs qui compliquent l'action des services sociaux. La SEJ, souvent sous-financée et débordée, se trouvait face à l'impossible: réparer des décennies de négligence et d'abus. Ce drame mettait en lumière les failles d'un système, non par la faute individuelle, mais par les limites structurelles, face à une violence intrafamiliale murée dans le silence. Les regards se tournaient désormais vers le passé, cherchant les signes, les alertes ignorées, les occasions manquées de sauver Élise et Manon. La ferme du Bois, nichée dans le creux de Combe-Froide, devenait le point zéro d'une enquête sans précédent. La capitaine Sophie Leclerc, avec son regard acéré, supervisait chaque mouvement. Le lieutenant Marc Delacroix, encore sous le choc des premières images, s'efforçait de suivre le protocole. Elle, équipe scientifique de la gendarmerie de Clermont-Ferrand, quadrillait la cave, chaque recoin sombre, chaque trace d'humidité, chaque objet rouillé. Les experts recherchaient des chaînes, des menottes, tout élément prouvant la séquestration prolongée. Le matelas souillé, les quelques ustensiles rudimentaires, les excréments de rongeurs, tout contribuait à dresser le tableau d'une vie animale, pas humaine. L'odeur âcre imprégnait les lieux, un mélange indéfinissable de pourriture et de peur, qui s'accrochait aux vêtements et aux esprits. La difficulté résidait dans la datation des preuves. Des décennies d'horreur laissaient des marques, mais lesquelles étaient récentes, lesquelles dataient de 20 ans. Le temps, complice silencieux, brouillait les pistes. Les photos prises à la lumière artificielle révélaient l'ampleur de l'ignominie, un enfer sous les pieds d'un village endormi. Au-delà de l'abjection du sous-sol, l'enquête S étendait à la totalité de la ferme. La maison principale, étrangement propre et ordonnée pour une habitation si isolée, contrastait violemment avec la cave. Pas une photo de famille, pas un objet personnel qui aurait pu évoquer la présence d'enfants, puis d'adolescentes, puis de jeunes femmes. C était une maison de célibataires ou de veufs reclus. Les enquêteurs fouillaient chaque pièce, chaque tiroir, à la recherche de journaux intimes, de lettres, de documents. L'absence d'indice était en soi un indice. Maurice Dubois avait méticuleusement effacé toute trace de l'existence de ses filles dans sa vie publique. Une bibliothèque garnie de livres sur l'agriculture et l'histoire locale, un salon modeste, une cuisine fonctionnelle. Rien ne trahissait le monstre qui l'abritait. Cette façade de normalité, ce déni de toute vie familiale, renforçait l'idée d'une manipulation calculée, d'une emprise psychologique totale. Le vide des étages supérieurs résonnait avec le plein de souffrance du sous-sol, une dichotomie glaçante de l'horreur. Pendant que la scène de crime était passée au peigne fin, une autre équipe de gendarmes, sous la direction de Delacroix, se plongeait dans les archives départementales et nationales. La question centrale: comment Élise et Manon avaient-elles pu disparaître des radars administratifs pendant si longtemps? Les registres des états civils confirmaient leur naissance, mais après cela, le silence. Aucune inscription scolaire après le primaire, aucune trace de suivi médical régulier, aucun dossier d'allocation familiale, un indice crucial pour la hausse. Il semblait que Maurice ait déclaré leur départ pour des internats fictifs ou des placements chez de lointains parents, des rumeurs jamais vérifiées par une administration souvent surchargée et peu encline à s'immiscer dans les affaires familiales rurales. Cette absence quasi totale de leur existence officielle soulignait les failles béantes du système, l'incapacité à croiser les informations, à alerter les autorités compétentes. Une invisibilité construite, pierre après pierre, pour mieux les enfermer, non seulement physiquement, mais aussi administrativement. Le mur d'omerta du village, d'abord inébranlable, commençait timidement à fissurer. La capitaine Leclerc et ses équipes réinterrogeaient les habitants, cette fois, avec une approche plus ciblée. Madame Renard, la voisine, se montrait d'abord réticente, puis, le poids de la conscience l'emportant, elle lâchait quelques bribes. « Je l'ai toujours dit,
Ce Maurice était un peu trop seul pour un veuf avec 2 filles, murmurait-elle, les mains tremblantes. D'autres évoquaient les maladies fréquentes des filles, leur séjour prolongé chez des tantes imaginaires, des excuses que personne n'avait jamais vraiment remises en question. Le départ prématuré de Laure, épouse de Maurice, quelques années après la naissance de Manon, prenait désormais une toute autre signification. Avait-elle su? Avait-elle tenté de échapper, ou de les protéger? Les souvenirs, réveillés par l'horreur de la découverte, remontaient à la surface, fragmentés, douloureux, mais précieux pour les enquêteurs. Chaque parcelle de témoignage, si minime soit-elle, aidait à reconstituer le puzzle. L'enquête, loin de être un simple recueil de faits, devenait une plongée dans les abysses de la psyché humaine, affectant profondément les enquêteurs. Sophie Leclerc, aguerrie aux pires scènes de crime, ressentait une colère sourde face à tant de cruauté et de lâcheté. Marc Delacroix, lui, luttait contre des nausées récurrentes, la vision des sœurs gravée dans sa mémoire. Il savait que Maurice Dubois, bien que mutique ou niant les faits, était un manipulateur hors pair. La bataille judiciaire s'annonçait ardue, reposant presque entièrement sur la capacité des victimes à livrer un témoignage cohérent, malgré des décennies de lavage de cerveau. La persévérance était leur seule arme face à l'horreur indicible et au silence complice. Chaque rapport, chaque expertise, chaque témoignage devenait une pierre ajoutée à l'Lucie, édifice de la vérité, avec l'espoir que la justice puisse, un jour, panser les plaies béantes de ses sœurs oubliées. La tâche était colossale, mais la détermination inébranlable. La disparition administrative d'Élise et Manon soulevait des questions fondamentales. Les enquêteurs, plongés dans les méandres des dossiers départementaux, se heurtaient à un vide sidérant. Leur nom figurait sur les registres de naissance, mais évanouissait ensuite, comme si elles n'avaient jamais existé. Aucune trace de scolarité au-delà du primaire, pas de carnet de santé à jour, aucune demande d'allocation familiale, un pilier crucial du suivi social en France. Maurice Dubois avait habilement exploité les failles du système, déclarant de faux départs en internat ou des placements imaginaires. L'administration, souvent débordée, n'avait jamais approfondi ces déclarations. Cette invisibilité, méticuleusement orchestrée par le père, avait transformé les sœurs en fantômes pour elles, État, une réalité glaçante qui compliquait, établissement de leur parcours de vie, et elle, évaluation de l'aile, étendue des négligences. Le lieutenant Delacroix, écœuré, réalisait l'ampleur de cette non-existence légale. Cette faille, administrative n'était pas le seul obstacle. Les premières tentatives de la capitaine Leclerc, pour obtenir une collaboration pleine et entière des services sociaux et des autorités locales, se heurtaient à une certaine résistance. Personne ne voulait endosser la responsabilité de cet échec collectif. À la mairie de Comfroide, les registres étaient incomplets, les souvenirs flous, et une peur diffuse de la mise en cause planait. L'aide sociale à l'enfance, ASE, déjà sous pression et sous-dotée, se montrait sur la défensive. Les rapports initiaux se contentaient de constater l'absence de signalement, sans chercher à comprendre pourquoi. Ce mécanisme de protection, essentiel, semblait avoir été aveuglé par la discrétion rurale et le culte du secret. Sophie Leclerc percevait une réticence institutionnelle, un réflexe d'autoprotection qui menaçait de freiner l'enquête, ajoutant un poids supplémentaire à la lourde tâche des gendarmes. Pour Leclerc et Delacroix, cette inertie administrative et cette prudence institutionnelle étaient intolérables. Derrière chaque document manquant, chaque refus de mémoire, se cachait la souffrance indicible d'Élise et Manon. La bataille pour la vérité ne se limitait plus à la ferme du bois. Elle, étendait au bureau feutré, où la bureaucratie pouvait, involontairement, devenir complice. Il ne s'agissait pas seulement de punir Maurice Dubois, mais aussi de comprendre comment une telle tragédie avait pu se dérouler sous le regard, ou plutôt l'absence de regard, de toute une société. Les enquêteurs devaient non seulement assembler les preuves du crime, mais aussi démontrer les défaillances systémiques, forçant les institutions à regarder en face leurs propres limites. Était un combat éreintant, mais essentiel pour que justice soit rendue, non seulement pour les sœurs, mais pour toutes les victimes oubliées. Les rapports des experts médicaux et psychologiques, commandités par le juge d'instruction, dressaient un tableau d'une horreur inimaginable. Les corps d'Élise et Manon portaient les stigmates d'une malnutrition chronique, de carences sévères, et de marques indélébiles, certaines évoquant des automutilations dans l'obscurité la plus totale. Leur psyché, quant à elle, était ravagée par un syndrome de stress post-traumatique complexe, une dissociation profonde, et une anxiété paralysante.
Les spécialistes peinaient à évaluer, l'étendue des dégâts, tant des décennies d'isolement et d'abus avaient altéré leur développement et leur capacité à interagir avec le monde extérieur. Chaque diagnostic confirmait la barbarie subie, soulignant la tâche colossale de leur reconstruction et la violence insoutenable de leur calvaire. Cette tragédie forçait également une introspection collective sur les mécanismes de la société rurale française. Des historiens et sociologues, interrogés par la presse, ont souligné combien le culte du secret familial, la discrétion et le respect des apparences étaient profondément ancrés dans des régions comme l'Auvergne. Ces valeurs, qui cimentent parfois les communautés, pouvaient aussi devenir un voile impénétrable, masquant les drames intrafamiliaux les plus sordides. L'isolement géographique des hameaux, le manque d'infrastructures sociales et le réflexe de ne pas se mêler des affaires des autres avaient créé un terreau fertile pour qu'un monstre comme Maurice Dubois puisse agir en toute impunité, transformant sa ferme en un huis clos de l'horreur, à l'abri des regards et des soupçons. Alors que l'enquête judiciaire progressait, la presse nationale, notamment des quotidiens comme Astérisque Le Monde Astérisque ou Astérisque Libération Astérisque et des émissions d'investigation, s'est emparée de l'affaire. Des journalistes aguerris ont commencé à sonder les défaillances systémiques qui avaient permis cette invisibilité administrative. Ils ont mis en lumière les lacunes, l'absence de vérification des déclarations de Maurice, échec des services sociaux à détecter les signaux faibles, et l'inertie des autorités locales. Leurs articles ont révélé comment l'isolement géographique, combiné à une certaine désinvolture administrative, avait créé une brèche béante dans le filet de protection censé encadrer les enfants en France. Leur travail a exercé une pression considérable sur les institutions, forçant une remise en question publique et douloureuse. Sur le terrain, les experts de la gendarmerie scientifique continuaient de méticuleusement analyser la cave. Chaque élément prélevé, le matelas souillé, les récipients rudimentaires, les marques sur les murs, les restes organiques, étaient étudiés pour reconstituer le quotidien des sœurs. Les analyses révélaient des traces de confinement prolongé, des conditions d'hygiène déplorables, et des indices de violence répétés. La datation des preuves était un défi, mais la superposition des analyses médico-légales et des rares souvenirs émanant des sœurs permettait de dessiner une chronologie glaçante des abus. Ces preuves matérielles, couplées aux expertises psychologiques, consolidaient le dossier judiciaire, rendant la négation de Maurice de plus en plus intenable face à évidence scientifique et à la souffrance palpable. L'affaire de Comfroide-N était plus un simple fait divers. Elle devenait un miroir tendu à la société française, l'obligeant à s'interroger sur ses propres failles. Comment la bienveillance apparente d'un village pouvait-elle coexister avec une telle abomination? Le débat public s'est enflammé, questionnant le rôle des voisins, des écoles, des mairies, de l'aide sociale à l'enfance. Des associations de protection de l'enfance ont appelé à un renforcement des moyens et des procédures de signalement, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue, surtout dans les zones rurales isolées. Cette tragédie, au-delà de la condamnation d'un homme, exigeait une prise de conscience collective, un engagement renouvelé, pour que plus jamais des enfants ne soient oubliés dans l'obscurité. La persévérance de la capitaine Leclerc et du lieutenant Delacroix commençait à porter ses fruits, non pas par une confession inattendue de Maurice, mais par la découverte d'un objet d'une importance capitale. Dissimulé sous une latte de plancher branlante dans la chambre des sœurs, à l'étage de la ferme, un espace qu'elles n'avaient pas été autorisées à occuper depuis leur plus jeune âge, mais où elles avaient visiblement laissé une trace avant leur descente aux enfers, gisait un petit carnet. Ces pages jaunies, usées par le temps et l'humidité, contenaient des dessins naïfs, et des mots maladroitement griffonnés. Était le journal intime d'Élise, commencé bien avant la séquestration totale, et sporadiquement mise à jour, des décennies durant, avec une encre parfois délavée, parfois presque illisible. Chaque trait, chaque mot, était une fenêtre ouverte sur son calvaire. Ce carnet, un véritable cri silencieux, détaillait avec une précision déchirante les premières années de leur enfermement. Élise y décrivait, avec des mots d'enfant puis d'adolescente, la privation de lumière, la faim constante, les humiliations et les violences paternelles, mais surtout, les abus sexuels répétés, sans jamais nommer explicitement l'inceste, comme si le mot lui-même était trop lourd à porter. Des croquis sombres représentaient des figures menaçantes, des silhouettes emprisonnées, et des scènes d'une indicible souffrance. Il y avait aussi des dessins plus anciens, des paysages de Comfroide, des animaux de la ferme, des souvenirs d'un monde qu'elle avait connu avant que la cave ne devienne son seul horizon. Ce témoignage graphique et écrit, brut et sans phare, authentifiait étendue de la barbarie subie, offrant une voix à Élise bien avant qu'elle ne retrouve la sienne. La découverte de ce carnet fut un coup de tonnerre dans l'enquête,
brisant la façade de déni que Maurice tentait d'ériger. Il fournissait non seulement des preuves matérielles irréfutables des sévices et de la séquestration, mais il offrait également une chronologie émotionnelle du drame. Face à ces pages, l'avocat de Maurice Dubois ne pouvait plus plaider la folie ou l'invention. Ce journal intime, couplé aux expertises médico-légales, rendait la défense de plus en plus intenable. Il valida également les doutes latents de certains habitants, comme Madame Renard, dont les souvenirs fragmentés prenaient désormais tout leur sens, renforçant l'idée que le village avait, peut-être involontairement, ignoré les signaux faibles qui auraient pu sauver Élise et Manon, des décennies plus tôt. La vérité, longtemps murée, commençait à émerger, page après page, souvenir après souvenir. La révélation du carnet intime d'Élise, divulgué par des sources proches de l'enquête au grand public, a agi comme un véritable catalyseur. Ce document, qui détaillait des décennies de calvaire dans une écriture enfantine puis adolescente, a transformé l'affaire de Combe-Froide en un scandale national. Les médias, déjà très présents, ont redoublé d'efforts, fouillant chaque aspect de l'histoire, des silences du village aux défaillances administratives. La presse écrite et audiovisuelle a relayé des extraits poignants, des dessins sombres, offrant une voix à celles qui n'en avaient plus. Cette onde de choc a mis une pression sans précédent sur les autorités, exigeant des réponses claires sur la manière dont une telle horreur avait pu rester impunie si longtemps. Le nom de Maurice Dubois, jusqu'alors craint, est devenu synonyme de monstruosité. Forts de ce nouveau levier émotionnel, les journalistes d'investigation, notamment ceux du *Monde* et de *Libération, ont intensifié leurs propres enquêtes parallèles. Ils ont exhumé des documents administratifs, interrogé des fonctionnaires, et pointé du doigt les lacunes criantes de l'aide sociale à l'enfance, ASE, et des services d'État civil. Comment les fausses déclarations de Maurice Dubois sur les internats fictifs ou les parents éloignés n'avaient-elles jamais été vérifiées? Les articles ont mis en lumière une bureaucratie débordée et un manque de coordination flagrant entre les différentes administrations, transformant l'isolement géographique en un complice silencieux du bourreau. La presse n'a pas seulement informé, elle a agi comme un contre-pouvoir, forçant les institutions à une introspection douloureuse et à justifier leur aveuglement. L'indignation publique a déferlé, bien au-delà des frontières de l'Auvergne. Les émissions de débat, les forums en ligne, les discussions de café ont tous résonné de la même question. Comment une telle abomination a-t-elle pu se produire en France, au XXIe siècle? Le mythe de la « bonne famille rurale » s'est effondré, révélant la face sombre du secret et de l'omerta. Des psychologues et sociologues ont été sollicités pour analyser les mécanismes de l'emprise, de la dissociation traumatique, et la culture du non-dit dans les petites communautés. Des associations de protection de l'enfance ont lancé des appels urgents à réformer les procédures de signalement et à renforcer les moyens de l'ASE, demandant une vigilance accrue de tous les acteurs sociaux. L'affaire Dubois est devenue le symbole d'une faillite collective, une blessure ouverte dans le tissu social. Sous cette pression médiatique et populaire grandissante, les institutions, d'abord sur la défensive, ont été contraintes de réagir. Le procureur de la République a annoncé une enquête interne sur les défaillances administratives, tandis que la capitaine Leclerc et le lieutenant Delacroix se sont vus accorder des moyens supplémentaires, leur permettant d'approfondir les recherches sur les années précédant la séquestration totale. La mairie de Combe-Froide, désormais sous le feu des projecteurs, a dû ouvrir ses archives et collaborer plus activement. L'affaire N était plus seulement une enquête criminelle, elle était devenue un enjeu de société, une quête de vérité, qui dépassait la simple condamnation d'un homme. La lumière crue des projecteurs médiatiques, si elle était parfois intrusive, devenait aussi une force motrice essentielle, pour faire avancer une justice engourdie par des décennies de silence. La cour d'assises du Puy-de-Dôme, habituellement sereine, était ce jour-là une arène sous tension. Chaque siège était occupé, l'air lourd d'une attente palpable, les murmures étouffés par la solennité des lieux. Au centre de cette gravité, Maurice Dubois, le visage impassible, presque ennuyé, fixait le vide, comme si l'horreur des accusations ne le concernait pas. Puis, Manon entra. Fragile, le pas hésitant, elle traversa la salle, les yeux rivés sur le banc des victimes. La capitaine Leclerc et le lieutenant Delacroix, assis parmi le public, la dévoraient des yeux, conscients du poids de l'enjeu. Était le moment de vérité, celui où des décennies d'un silence forcé allaient enfin éclater. Manon s'assit, son regard fuyant les jurés, mais sa main, bien que tremblante, cherchait un ancrage sur la barre. Elle inspira profondément, un souffle qui résonna dans la salle silencieuse, et sa voix, d'abord un filet, commença à briser le mur. Sa voix, d'abord à peine audible, gagna en assurance,
porté par une dignité inattendue. Manon Dubois, les mots arrachés à des décennies de terreur, décrivit l'enfermement, la faim, la privation de lumière, les humiliations et les abus systématiques. Chaque détail, livré avec une précision déchirante, peignait l'horreur de leur quotidien dans cette cave humide et froide. Elle évoqua les croquis d'Élise, ces dessins macabres retrouvés dans le carnet, qui prenaient désormais vie à travers ses paroles. Elle, émotion était palpable. Des jurés aux avocats, des journalistes au public, tous suspendus à son récit. Élise, assise à ses côtés, demeurait silencieuse, son visage marqué, mais sa présence, son regard éteint, était un témoignage muet, une force silencieuse, qui donnait encore plus de poids aux mots de sa sœur. L'avocat de la défense tenta une interruption, mais la présidente, d'un geste ferme, le rappela à l'ordre. Le témoignage de Manon, cette confession arrachée à l'abîme, fut un coup de massue. Les preuves matérielles, les expertises psychologiques, les défaillances administratives, tout s'alignait désormais, formant un tableau accablant. Le procureur, dans sa plaidoirie, dépeignit Maurice Dubois comme un monstre de sang-froid, un manipulateur ayant brisé la vie de ses propres enfants. La défense tenta de minimiser, de semer le doute sur la crédibilité des victimes, mais les mots de Manon, la dignité d'Élise et le carnet intime avaient déjà scellé le destin de l'accusé. Après une longue délibération, le verdict tomba, lourd et implacable. Maurice Dubois fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté. Un soupir de soulagement, mêlé de larmes, parcourut la salle. Maurice, lui, resta de marbre, son regard vide, ne trahissant aucune émotion. Manon, les larmes coulant librement, leva les yeux vers Élise, qui, pour la première fois, esquissa un infime mouvement des lèvres, un murmure de libération. L'affaire de Combe-Froide a transcendé les murs du tribunal, s'incrustant dans la conscience collective française. Elle a contraint à une douloureuse introspection nationale, ébranlant l'image romancée d'une vie rurale tranquille et exposant l'emprise insidieuse du silence et de la discrétion traditionnelle. Politiciens, sociologues et défenseurs de l'enfance ont débattu des défaillances systémiques, des signes avant-coureurs ignorés, et de l'inertie administrative qui avait permis une telle abomination de fester pendant des décennies. Le cas est devenu un rappel brutal que les horreurs les plus profondes se cachent souvent à la vue de tous, protégées par un vernis de normalité et une réticence collective à s'ingérer. Il a enflammé une discussion publique fervente sur la responsabilité des communautés, la nécessité d'une vigilance accrue et l'importance cruciale de briser le cycle de l'omerta, particulièrement dans les régions isolées, où les valeurs traditionnelles pouvaient involontairement devenir complices du crime. L'héritage d'Élise et Manon servait désormais de puissant, quoique tragique, catalyseur de changement. Pour Élise et Manon, le chemin de la reconstruction fut et demeure un calvaire quotidien, jalonné de thérapies intensives, de batailles pour réapprendre la vie, et de la douloureuse acceptation de leurs cicatrices indélébiles. Leur courage, leur capacité à survivre et à témoigner, ont inspiré une mobilisation nationale. Des associations ont milité pour une « loi Élise et Manon », visant à durcir les peines pour inceste et séquestration, mais surtout à réformer les mécanismes de signalement et de croisement des informations entre administrations. L'ancienne ferme du Bois, théâtre de l'horreur, fut démolie, symbolisant la destruction du passé et l'espoir d'une nouvelle ère de vigilance. Des fonds furent alloués à la création de lieux d'accueil, spécialisés pour les victimes de traumatismes extrêmes, perpétuant ainsi la mémoire de leur calvaire, en une action concrète et salvatrice. Leur histoire, gravée dans la pierre de la justice, est devenue un phare contre l'oubli. L'affaire Dubois restera à jamais une blessure ouverte dans la mémoire collective française, un rappel brutal de la fragilité de l'enfance et de la puissance destructrice du secret. Les parcours d'Élise et Manon, de l'abîme de la cave à la lumière de la justice, incarnent une résilience à la fois déchirante et admirable. Leur combat nous interpelle tous, nous sommant de ne jamais détourner le regard, de ne jamais laisser le silence étouffer les cris silencieux. Si cette histoire vous a profondément marqué, et que vous souhaitez soutenir la lutte contre l'inceste et la protection de l'enfance, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres affaires qui ont secoué la France, et nous aident à comprendre les ressorts les plus sombres de la nature humaine. Votre engagement est essentiel pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus.